Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation sur la période d'essai. C'est un sujet qui peut paraître simple, mais qui en réalité soulève pas mal de questions, notamment sur la validité de la période d'essai, sur son décompte ou bien sur son renouvellement. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment l'occasion de revoir un peu toutes ces règles relatives à la période d'essai. Au programme, un rappel sur la définition de la période d'essai. On va également voir comment s'articulent les situations antérieures avec la période d'essai. Donc si un salarié est déjà venu travailler dans l'entreprise, est-ce que oui ou non on lui met une période d'essai? On va revoir les conditions de validité de la période d'essai. Donc ça c'est vraiment la partie la plus importante. La durée et le décompte de la période d'essai. Comment rompre cette période d'essai et puis la protection contre certains motifs illicites de rupture de période d'essai. Donc tout d'abord, la période d'essai va permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. Et ça va également permettre au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Donc il faut garder en tête que la période d'essai, ça va dans les deux sens. C'est à la fois pour le salarié, mais également pour l'employeur. La période d'essai, elle va se situer au début de l'exécution du contrat de travail. Ça ne constitue pas un contrat distinct. C'est-à-dire que pendant la période d'essai, notre contrat de travail, il va s'appliquer de plein droit. C'est-à-dire que le salarié va toucher sa rémunération, il aura les mêmes droits et les mêmes obligations que n'importe quel autre salarié. Et idem pour l'employeur, il aura les mêmes obligations qu'avec n'importe quel autre salarié. Donc en réalité, la période d'essai va surtout permettre de simplifier la rupture au début de la relation contractuelle. Notre période d'essai, elle doit être distinguée avec deux autres situations, le test professionnel et la période probatoire. Le test professionnel, ça va permettre d'évaluer préalablement l'embauche le salarié. C'est un salarié qui va, par exemple, venir un après-midi dans l'entreprise pour voir comment ça se passe. À savoir que le test professionnel n'est pas encadré légalement. Et après, il faut également la distinguer de la période probatoire, qui permet de tester un salarié qui, lui, est déjà lié par un contrat de travail sur de nouvelles fonctions. Donc la période d'essai est en début de contrat de travail, alors que la période probatoire sera plutôt en cours de contrat de travail lorsqu'un salarié change de fonction. Et la période d'essai, quand elle est rompue, le contrat est définitivement rompu, alors que la période probatoire, quand elle est rompue, ça a simplement pour effet de replacer le salarié dans ses anciennes fonctions. Donc le contrat, en fait, n'est pas rompu, simplement le salarié retourne dans ses anciennes fonctions. Donc voilà, il faut bien distinguer ces trois situations qui sont la période d'essai, le test professionnel et la période probatoire. Donc maintenant, on va voir l'articulation de la période d'essai avec d'autres situations antérieures, puisqu'en fait, le salarié ne va pas toujours pouvoir imposer une période d'essai, notamment quand il a déjà pu apprécier les qualités professionnelles du salarié. Donc là, par exemple, trois situations. Pour un stage intégré à un cursus pédagogique, lorsqu'on embauche le stagiaire dans les 3 mois suivant l'issue du stage, eh bien, on va déduire la durée de ce stage de la période d'essai sans pour autant que la période d'essai soit réduite de plus de la moitié. Ensuite, on a le contrat à durée déterminée. Quand on a conclu plusieurs contrats à durée déterminée avec un salarié, notamment sur le même poste, on va pouvoir déduire la durée de ces contrats à durée déterminée de la période d'essai. Attention, petite exception, quand on est actuellement en contrat à durée déterminée et qu'on a une transformation immédiate en CDI, là, il n'y aura pas de période d'essai. Et enfin, la troisième situation, qui est l'intérim. Donc, en cas d'embauche après la fin du contrat de mission, la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 derniers mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai. Donc voilà, quand vous faites un contrat, il faut toujours vérifier si le salarié a déjà travaillé dans l'entreprise et si il faut déduire ces périodes de la période d'essai, puisque de toute façon, si vous mettez une période d'essai de 2 mois alors qu'en réalité elle aurait dû être de 1 mois et que vous rompez la période d'essai au cours du 2e mois, la rupture de la période d'essai ne sera pas valide. Donc il faut vraiment être vigilant sur ces points. Donc maintenant, la partie la plus importante, les conditions de validité de la période d'essai. En effet, la période d'essai ne se présume pas. Donc c'est-à-dire que sa durée et son renouvellement, s'il y en a un, doivent être stipulés dans le contrat de travail. Et il faut impérativement que le contrat de travail soit signé par le salarié. Puisque en l'absence de clause écrite et signée,
on considère que le salarié est engagé à titre définitif dès le premier jour de travail. Alors, je sais qu'en pratique, c'est parfois compliqué d'éditer le jour même ou à l'avance les contrats de travail, mais vraiment, pareil, là, il faut être vigilant, puisque si vous ne faites pas signer dès le premier jour le contrat de travail avec la période d'essai au salarié et que vous rencontrez des problèmes avec ce salarié dans les jours suivants, vous ne pourrez pas rompre la période d'essai. D'autant plus pour les CDD où là, il y a un délai de 48 heures pour donner le contrat de travail. Si c'est possible, vraiment, faites signer le contrat dès le premier jour de travail, anticipé. Maintenant, on va voir la durée de la période d'essai. Vous allez voir que la durée diffère pour un contrat à durée indéterminée par rapport à un contrat à durée déterminée. Donc pour le CDI, il y a des durées maximales légales qui sont fixées par le Code du travail, qui se distinguent selon les catégories de salariés, mais ça je pense que vous en avez bien conscience. Donc pour les ouvriers et employés, on va avoir 2 mois de période d'essai. Pour les agents de maîtrise et les techniciens, 3 mois, et pour les cadres, 4 mois. Donc ça, c'est des durées impératives. On ne va pas pouvoir prévoir de période d'essai plus longue. Avant, c'était possible, mais maintenant, cette possibilité a été expressément supprimée. Par contre, on pourra prévoir des périodes d'essai plus courtes, notamment par exemple par accord collectif conclu après le 26 juin 2008 ou simplement d'un commun accord dans le contrat de travail entre l'employeur et le salarié. Voilà. Donc maintenant, le renouvellement de la période d'essai, qui est aussi un gros sujet, puisque pour la plupart d'entre vous, le renouvellement, c'est quasi automatique, alors que pas du tout. Il y a des conditions strictes à respecter. Donc 2 conditions qui sont cumulatives. Tout d'abord, il faut que le renouvellement soit prévu par un accord de branche étendu, donc c'est-à-dire par votre convention collective. Et il faut que le renouvellement soit prévu d'ores et déjà dans le contrat de travail au moment où le salarié signe sa période d'essai. Donc déjà, si vous êtes sous le code du travail et que vous n'avez pas de convention collective, le renouvellement n'est pas possible. Et ensuite, si vous avez une convention collective, quand vous rédigez vos contrats de travail, pensez bien à aller voir si le renouvellement est bien prévu par cette convention. De même, si vous décidez de renouveler le contrat de travail du salarié, il faudra lui notifier ce renouvellement par écrit et il faudra bien que le salarié vous signe le renouvellement de la période d'essai en mettant la mention lui a approuvé. Voilà. Donc, en résumé, on doit avoir un accord de branche, donc une convention collective qui le prévoit. Il faut également que ce soit prévu dans le contrat de travail le renouvellement. Et quand on renouvelle la période d'essai, il faut absolument faire signer le renouvellement de la période d'essai par le salarié, avec si possible la mention lue et approuvée, pour éviter tout litige sur ce renouvellement. Donc, sur la durée du renouvellement, au total, notre période d'essai ne pourra pas dépasser 4 mois pour les ouvriers, 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et 8 mois pour les cadres. Donc, on va prendre l'exemple des ouvriers et des employés, c'est-à-dire que j'ai 2 mois de période d'essai initiale, plus 2 mois de renouvellement, donc au total, 4 mois. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette partie. Donc maintenant, on va voir la durée de période d'essai pour les CDD, puisque comme je vous l'ai dit, ça ne se calcule pas de la même façon. Donc pour les CDD, on calcule la période d'essai à raison d'1 jour par semaine. Pour un CDD inférieur ou égal à 6 mois, on va compter 1 jour par semaine, mais au maximum, notre période d'essai ne pourra pas dépasser 2 semaines. Pour un CDD qui, lui, est supérieur à 6 mois, on compte toujours 1 jour par semaine, mais notre période maximum ne pourra pas dépasser 1 mois. Et pour les CDD sans terme précis, c'est un petit peu différent. Donc un CDD sans terme précis, pour vous donner un exemple, c'est par exemple un CDD en cas de remplacement d'un salarié. On ne va pas mettre un CDD de date à date. On va dire que notre CDD court de telle date jusqu'au retour du salarié remplacé. Donc en fait, c'est un événement qui va mettre fin au CDD. Donc dans ces cas-là, il faut quand même qu'on ait une durée minimale de CDD et notre période d'essai sera calculée par rapport à cette durée minimale du CDD à un terme imprécis. Donc maintenant, comment est décomptée la période d'essai? Donc la période d'essai commence le premier jour de travail. Là-dessus, je ne vous apprends rien. Par contre, la période d'essai est décomptée en jours calendaires.
c'est-à-dire qu'on va compter tous les jours de la semaine, même le samedi et le dimanche, et par exemple même les jours fériés. Par ailleurs, la période d'essai pourrait être prolongée par certains événements. Par exemple, si le salarié est absent pour maladie, congé ou autre, le contrat de travail est suspendu et donc par la même occasion, la période d'essai est suspendue. Donc par exemple, on a un salarié qui débute sa période d'essai le 1er avril pour une durée d'1 mois. Donc cette durée sera décomptée en jours calendaires, comme je vous l'ai dit. Et donc la période d'essai devrait se terminer le 30 avril. Donc 1er avril, 30 avril. Toutefois, notre salarié, il est en arrêt maladie du 10 au 16 avril inclus. Donc là, on a une suspension du contrat de travail pendant 7 jours. Et par conséquent, notre période d'essai, elle sera également prolongée de 7 jours. Et donc, au lieu de s'achever le 30 avril, elle va s'achever le 7 mai à minuit. Donc maintenant, la rupture de la période d'essai. C'est ce que je vous ai dit sur le principe, c'est une liberté de rupture de la période d'essai, puisque vraiment, le but, ça va être de faciliter en fait, la fin de la relation contractuelle pour l'employeur et les salariés, si jamais, en fait, on se rend compte que le poste ne nous convient pas, ou alors les qualifications du salarié ne nous conviennent pas. Donc, on va pouvoir rompre la période d'essai sans avoir à motiver cette rupture. On n'aura pas non plus de procédure spécifique à suivre, ni d'indemnité à verser. Donc, contrairement, par exemple, à un licenciement ou à une rupture conventionnelle. En revanche, on aura quand même un délai de prévenance à respecter. Donc, même s'il n'y a pas de formalisme à proprement parler pour la rupture de la période d'essai, nous, on vous conseille toujours de rompre la période d'essai par écrit et d'en garder la preuve. Donc, par écrit avec preuve, c'est-à-dire que vous pourrez rompre la période d'essai par remise en main propre contre des charges, par lettre commandée avec accusé de réception, et si vous n'avez pas d'autre choix, pourquoi pas par courriel avec accusé de réception. Et à l'inverse, si c'est le salarié qui décide de rompre sa période d'essai, on conseille également de demander un écrit si c'est possible. Voilà, comme ça permet de sécuriser la rupture. Donc, notre fameux délai de prévenance. Donc, le délai de prévenance va varier selon la durée de présence du salarié dans l'entreprise. Et il va aussi varier pour l'employeur et pour le salarié. Donc, entre 1 jour et 7 jours, le délai de prévenance est de 24 heures. Entre 8 jours et 1 mois, 48 heures. Entre 1 mois et 3 mois, là, ça va être 2 semaines pour l'employeur et 48 heures pour le salarié. Et plus de 3 mois dans l'entreprise, ça sera 1 mois pour l'employeur et 48 heures pour le salarié. Donc, il y a des délais de prévenance plus longs qui peuvent être prévus par convention collective ou même par le contrat de travail. Donc, encore une fois, pensez à bien vérifier. Donc, le délai de prévenance ne va pas avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de son terme. En fait, il doit être exécuté pendant la période d'essai. En fait, avant que la fin de la période d'essai n'ait sonné. Admettons qu'on ne respecte pas le délai de prévenance, ça peut arriver. On n'aura pas une requalification en licenciement. C'est-à-dire que la rupture sera quand même valable, mais par contre, ça ouvre droit à une indemnisation pour les salariés qui sera égale au salaire et aux avantages que le salarié aurait perçus jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, avec évidemment l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Donc, je vous ai mis un petit exemple pour mieux comprendre. On a un salarié qui a une période d'essai de 2 mois, du 1er mai au 30 juin. L'employeur décide de rompre l'essai le 20 juin, alors que la période d'essai prenait fin le 30 juin. Donc, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le délai de prévenance applicable, là, était de 2 semaines. Donc, normalement, en rompant le 20 juin, notre délai de prévenance allait jusqu'au 4 juillet. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas prolonger la période d'essai au-delà du terme. Donc, quoi qu'il arrive, la rupture, elle aura lieu le 30 juin. Mais comme l'employeur n'a pas respecté intégralement le délai de prévenance, il devra verser au salarié cette fameuse indemnité compensatrice. Et pour la période du 1er au 4 juillet, avec l'indemnité de congés payés afférente. Donc vous voyez, là, pour la partie de délai de prévenance qui n'a pas pu être exécutée, le salarié est tout de même indemnisé. Et enfin, notre dernière partie, qui est la
protection de rupture contre certains motifs illicites, puisque même si la rupture est libre, il y a toujours des limites. Notamment, on ne va pas rompre la période d'essai parce que notre salarié est enceinte. On ne va pas non plus rompre notre salarié pour un motif discriminatoire comme une activité syndicale ou un état de santé. Par exemple, on a souvent cette question. On a un salarié qui a une période d'essai de 2 mois. Le salarié vient 2 semaines dans l'entreprise et il se met en arrêt maladie. Pas de chance, le salarié est malade. Alors évidemment, là, dans le cas présent, je parle de maladie classique, pas de maladie d'origine professionnelle. Donc déjà, on vous déconseille de rompre la période d'essai pendant l'arrêt maladie du salarié, mais on vous déconseille également de rompre la période d'essai directement au retour du salarié, puisque là, le motif, même si on n'est pas censé le motiver, il sera un peu douteux. Parce que le salarié a une période d'essai de 2 mois, il sera resté que 2 semaines, et vous rompez alors qu'il est en arrêt maladie, ou vous rompez la période d'essai alors qu'il vient juste de revenir. Il faut quand même se laisser un peu plus le temps d'apprécier les compétences du salarié. Donc voilà, là-dessus, il faut être quand même vigilant, même si normalement, on n'a pas à motiver cette rupture. Et enfin, les salariés bénéficient d'une protection particulière attachée à tout ce qui est accident de travail et maladie professionnelle, à l'inaptitude médicale et aussi au mandat représentatif. Donc là, pour ces 3 cas, il n'y a pas d'exception. Voilà, on est arrivé à la fin de notre présentation. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre juriste référente, soit Valérie Sureau, soit moi-même. Je vous ai remis notre mail et notre numéro de téléphone en cas de besoin. Voilà, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine présentation.